Le grand entretien aujourd'hui avec une personnalité du monde de l'IA, du monde de la recherche. On accueille Thierry Coulhon. Bonjour Thierry. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir. Président de l'Institut Polytechnique de Paris. Vous allez présenter l'Institut parce que, qu'il n'y ait aucune confusion, c'est pas que Polytechnique. C'est beaucoup plus large que cela. Je voudrais simplement vous présenter rapidement, au-delà de vos fonctions, à la fois en cabinet, auprès du président de la République, auprès du Premier ministre. Vous avez une double formation, je vous laisse le préciser, à la fois polytechnicien, mais en même temps philosophe. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que je suis rentré à Polytechnique, mais je n'y suis pas resté. C'est ça. Voilà. Donc vous avez bifurqué. Vers les maths. D'accord. Je suis resté dans la même idée, mais je voulais aussi faire de la philosophie. Oui. Et donc vous avez bien ces deux versions. À la fin, j'ai fait plus de maths que de philosophie. C'est ça. Mais j'ai gardé des livres et des amis en philosophie. C'est beaucoup. Et ben c'est une très bonne chose, puisqu'on a aussi une petite rubrique sur la chaîne Smart Job et Bismart autour des philosophes. Revenons à l'Institut Polytechnique de Paris. Qu'est-ce que c'est? Quelle est son utilité et qu'est-ce qu'elle englobe? Alors, l'idée, c'est d'allier 6 écoles d'ingénieurs, l'école polytechnique et l'ENSTA, qui sont l'École nationale supérieure des techniques avancées, qui sont toutes les deux sous tutelle défense. 3 écoles qui sont sous tutelle Bercy, l'ENSAE, qui forment les statisticiens de la statistique publique. Télécom Paris, Télécom Sud Paris. Et puis, une petite nouvelle qui est l'École nationale des ponts et chaussées. Célèbre. Oui, tout à fait. Alors, ce sont des institutions prestigieuses, souvent anciennes, enfin les plus anciennes sont ancrées. La plus ancienne c'est l'ENSTA, 1741, ils construisaient des bateaux de guerre pour le roi de France, ou du moins ils formaient les gens qui savaient les construire, ancrées dans la fin du XVIIIe siècle français, très françaises, et il faut les transformer, ces écoles prestigieuses et remarquables, en les alliant en un objet du XXIe siècle et qui soit international, qui puisse jouer avec nos grands benchmarks qui sont le MIT, Caltech, le PFL, le Technion, etc. Alors, ma question va peut-être vous sembler incongrue, mais est-ce qu'on a déjà perdu la partie? Puisque quand on voit la puissance américaine sur ces outils, quand on voit la manière dont l'outil s'est déployé, puisqu'il est déjà déployé, est-ce qu'on a perdu la bataille, ou est-ce que vous dites on peut encore relever la tête par la formation, par la pédagogie? Alors, il y a une question d'abord plus globale. Est-ce qu'on a perdu la bataille des cerveaux en général? Et si on regarde, par exemple, ce qui se passe sur l'IA ou ce qui se passe sur le coup d'après, c'est-à-dire le quantique, non, on n'a pas perdu la partie, parce que précisément dans cette tradition très ancienne de sciences à très haut niveau dans les écoles d'ingénieurs, la France, on aime bien, à Harvard, au MIT et ailleurs, avoir des étudiants qui sont issus de nos écoles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'économie française, avec ses difficultés, mais aussi avec sa créativité, elle puise aussi largement chez nous. Qu'il s'agisse des grands groupes, un certain nombre de groupes du CAC 40 sont présidés par des alumni de l'École Polytechnique, mais de Télécom, mais de Télécom Sud Paris. C'est vrai. Vous n'échappez pas que Dassault Aviation, c'est un ancien de TSP, si je ne me trompe pas. Mais nouveau modèle, il crée des start-up. Et vous savez que Mistral, c'est 2 anciens de l'X et on pourrait multiplier les exemples. Un pied en France et en même temps implanté aux États-Unis. Oui, mais même si le monde est un peu moins mondialisé par les temps qui courent, il y a un certain nombre de tensions qui ressurgissent, les gens circulent et c'est très bien. C'est très bien qu'ils partent, qu'ils reviennent, et beaucoup reviennent. Et vont revenir d'ailleurs par les temps qui courent. Donc, globalement, non, on n'a pas perdu la partie. Oui, avec notre histoire, qui est parfois une histoire un peu compliquée, on a réussi à former des cervelles remarquables et entreprenantes. S'agissant de l'IA, on n'a particulièrement pas perdu la partie. Si Internet, effectivement, on a été un peu en avance à un moment donné, ensuite, on a décroché, là, on y est. On est dans la partie, on est dans la bataille. Il n'y a aucun. Vous parlez de la France, vous parlez de l'Europe. Alors évidemment, il ne faut pas parler de la France seule, sinon on n'y arrivera pas. C'est ça. Vous savez, pour faire de l'IA, vous savez ce qu'il faut. Il faut des données structurées. Dans un pays centralisé, on a des données structurées. Il faut des talents. Il faut de l'énergie pas trop chère et il faut de l'investissement. L'investissement, lui, viendra de l'Europe, c'est clair. Mais une question, là, je me tourne vers le pédagogue, celui qui depuis longtemps s'intéresse aux innovations. Est-ce que nos écoles d'ingénieurs on reçoive les bonnes formations sur ces sujets d'IA générative? Est-ce qu'on est en train aussi, là, de raccrocher les wagons? Alors, absolument. Là, vous me parlez d'un sujet qui vient d'émerger, tout le monde est ignorant d'une certaine manière, tout le monde est surpris, tout le monde doit s'adapter. Maintenant, vous
vous savez qu'on a longtemps finalement moqué la formation à l'école polytechnique en disant ils sont un petit peu dans la lune parce qu'ils ont fait trop de maths. Et oui, il y avait cette tension entre faut-il une école de haute science avec des mathématiques très abstraites ou faut-il aller vers les applications? Aujourd'hui, cette question n'existe plus. C'est précisément avec des maths, avec des stats, avec de l'informatique, avec du travail sur les données, qu'on est à la pointe du sujet. Donc ça, c'est une première difficulté pour laquelle on est particulièrement bien placé. L'autre chose, c'est qu'en matière d'adaptation, s'adapter aux révolutions scientifiques, excusez-nous, mais c'est notre boulot et depuis longtemps. Donc ça va aller. Donc ça va. Ensuite, il faut le faire. Je vous expliquais comment on peut le faire. Parce que comment vous le faites? Et on va parler d'emploi, parce qu'il y a un gros sujet là aujourd'hui, les Français qui nous regardent. Certains ont peur de l'outil, c'est-à-dire physiquement ont peur de l'utiliser, et d'autres disent j'en ai pas peur, mais si je l'utilise, en fait, je tue mon emploi. Oui. C'est quand même un sujet un peu copernicien. Bien sûr. Quel regard, le chercheur que vous êtes et aussi le président de l'Institut, vous avez? Est-ce qu'il faut nous rassurer? Est-ce qu'il faut faire preuve d'une vérité absolue en disant oui, il y aura une destruction d'emplois, mais une création de nouveaux emplois? Qu'est-ce que vous dites sur ces sujets? Non, mais je pense qu'il faut être scientifique en la matière et dans l'incertitude, douter, mais être prêt. C'est ce qu'il faut faire en la matière. Il est clair que la disruption est très forte. Elle est dans l'administration, dans le travail quotidien. Je vous disais en préparant l'émission que j'avais fait faire une note sur une rencontre extrêmement technique. La note était... d'un vous avez été bluffé. D'une précision. Oui, j'ai été mon DIRCAB a été bluffé. On a été ensemble bluffés. Et là, vous connaissez la maxime. Le type qui va te piquer ton emploi, ça n'est pas l'intelligence artificielle qui va te piquer ton emploi. Ce qui va te piquer ton emploi, c'est un humain qui saura l'utiliser, qui saura se combiner avec elle. Alors comment on va faire? D'abord, il y a une première chose, c'est qu'on a un peu de chance. On a un peu de chance où on a bien travaillé. On a constitué un ensemble de centres interdisciplinaires, c'est-à-dire qu'on a notre recherche de base avec les organismes de recherche, le CNRS, l'INSERM, etc. On a un grand nombre d'équipes dans les sciences fondamentales, les maths, la biologie, la physique, la chimie, etc., etc. Mais on a constitué des centres interdisciplinaires pour adresser des défis sociétaux. L'un d'entre eux, c'est l'intelligence artificielle, mais on pourrait parler du climat, on pourrait parler de la défense et de la sécurité, évidemment, étant donné notre histoire, sujet d'actualité, etc., etc. Bien. Le centre interdisciplinaire sur l'intelligence artificielle, il s'appelle HyParis. Il a été fait avec HEC. C'est pas nouveau. Il y a des diplômes communs Polytechnique HEC. Il y a des relations entre d'autres écoles de l'Institut Polytechnique Paris et HEC. On a fait ce projet ensemble. Histoire, conte de fées, 7 grandes entreprises françaises ont mis 1 million d'euros par an, pendant 3 ans, chacune. Pour accompagner la recherche. Voilà. Du mécénat, en se disant, on met un ticket là-dessus parce que... Et on joue l'avenir. C'est du bien commun, il y a quelque chose qui nous bénéficiera à nous aussi, à la fin, d'être associés à cette histoire. La deuxième partie, c'est que l'État a fait un appel à candidature intitulé IA Cluster, et qu'on a gagné 70 millions d'euros par an, sur 5 ans, malheureusement pas par an, sur 5 ans, pour développer la chose. Pour la développer de manière très originale sur recherche, formation, innovation. En matière de formation, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un institut qui s'appelle HyPace, où on va multiplier par 10 le nombre d'undergrad qu'on formait. C'est en gros bac plus 3. Alors vous allez me dire, on multiplie par 10, c'est pas trop difficile parce qu'on partait de très bas. Ils empêchent que c'est quand même x10 sur le marché. Voilà. Un bachelor avec l'Université de Technologie de Troyes, un bachelor de HEC, le bachelor de l'IX. Donc c'est concret, on va mettre ensemble un certain nombre de diplômes et des diplômes. Voilà. Maintenant, on va multiplier par 3 le nombre de graduates qu'on sort, c'est-à-dire de doctorat, de master, avec une double ligne. D'une part, les gens qui vont créer l'IA de demain, qui vont être spécialisés en IA, qui auront une formation très exigeante. Qui auront la tête dans le moteur. Et puis ceux qui iront faire autre chose, peut-être travailleront-ils justement sur le climat, sur la santé, sur la mais en utilisant l'IA. Mais il faut qu'ils soient un peu plus qu'utilisateurs, il faut qu'ils soient informés. C'est-à-dire, on parle quand même d'ingénieurs de très haut niveau, il faut donc que dans leur panel de compétences, ils aient la compétence. Donc on transforme et on améliore la situation avec le climat grâce à l'IA. On va améliorer beaucoup de choses, si vous voulez. Moi, comme tout le monde, je découvre.
Récemment, j'ai été à plusieurs présentations scientifiques faites par des labos. La ministre de l'Éducation Elisabeth Borne et Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur, sont venus. Clara Chapaz est venue. À chaque fois. Comme vous savez, on a organisé les journées scientifiques. Vous étiez à l'origine en avance de phare, enfin, en introduction, en levée de rideau de l'AI Summit. À chaque fois, il y a des présentations scientifiques. Mettons de biologie. Vous avez un type qui vient vous expliquer les techniques d'imagerie incroyables qu'ils ont mis en œuvre pour voir les connexions neuronales au sein du cerveau de la souris. D'accord ? C'est bluffant là aussi. Et puis vous avez quelqu'un qui arrive dans la présentation qui dit « Moi je ne suis pas le biologiste, je suis le spécialiste des données. C'est moi qui leur ai permis de concaténer cet ensemble de données incroyables. Parce qu'une fois que votre imagerie marche, c'est des téraoctets de données qui débarquent. Mais ensuite, il faut les structurer. Mais ça, ce sont donc l'IA va être partout. L'IA va être en physique, elle va être en biologie, elle va être dans toutes les disciplines. Elle transforme, je vous le disais, la manière dont on fonctionne dans l'administration au quotidien, c'est-à-dire dans la gestion des choses, mais elle transforme la recherche, elle va transformer l'enseignement, évidemment. L'enseignement d'une manière extrêmement forte, tous les enseignants. Automatiquement. Et la manière même dont on va transmettre l'information. Oui, mais il faudra le faire de manière plus ou moins intelligente, plus ou moins maîtrisée, puisque, comme vous le savez, c'est la meilleure et la pire des choses, puisque vous avez là un instrument à produire de la fausseté qui est incomparable. C'est vrai, c'est le débat qu'on a d'ailleurs sur Internet, avant même de parler de l'IA générative. Avant de nous quitter, Schumpeter, cette destruction, on détruit, on reconstruit, on détruit, on reconstruit pas l'identique. Qu'est-ce que peut provoquer l'IA ? Je dis bien peu, puisqu'on est dans l'incertitude. Écoutez, beaucoup d'amis économistes, et j'ai essayé de lire les bons auteurs, mais je ne suis pas un spécialiste. Effectivement, on peut imaginer qu'à nous, et en tout cas c'est la seule chose qu'on puisse faire, c'est non seulement de l'espérer, mais de tout faire pour que ça advienne, c'est-à-dire que la destruction soit une destruction créatrice. Et une fois de plus, aujourd'hui, la meilleure combinaison, c'est la combinaison de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle. On le voit en matière de diagnostic, par exemple. Donc c'est un cerveau qui sait utiliser cet outil à bon escient et qui est capable et qui pourra transformer le monde. Absolument. C'est un peu la promesse. C'est la devise, d'ailleurs, de l'école polytechnique qu'on peut généraliser. Vous avez le pouvoir de transformer le monde. Et donc la responsabilité. Exact, c'est la devise de l'école que vous avez faite. Mais vous l'avez terminée, Polytechnique, on n'a pas fini notre histoire. Oh non, il se trouve que je suis allé faire des maths, mais je suis revenu finalement. On revient toujours à la maison mère. Vous êtes un rebelle, Thierry Coulon, vous êtes un rebelle. Peut-être, mais constructif. Exactement. Merci, président de l'Institut Polytechnique de Paris, avec des choses extrêmement concrètes, puisque vous l'avez dit, des diplômes, des diplômés qui vont arriver. Dans combien de temps ils arrivent sur le marché du travail, tous ceux qui sont en formation ? Il y en a qui sortent bientôt et qui auront déjà eu une teinture, mais on va déclencher les choses à la rentrée 25. Donc sur une durée de 3 ans, sur une durée de 4 ans. Oui. Donc on les retrouvera dans 4 ans, ces ingénieurs ou ces doctorants de très haut niveau qui seront intégrés dans les entreprises. On a déjà des gens qui ont fondé des start-up. Ils existent là. Ils existent, ils sont déjà en train de transformer le monde sur ce sujet et sur d'autres. Merci Thierry Coulon d'être venu nous rendre visite, président de l'Institut Polytechnique de Paris. C'est un vrai privilège de vous avoir sur le plateau de Smart Job. On tourne une page, on s'intéresse au livre de Smart Job avec un titre évocateur, le concept des 25 cm. Les 25 cm, c'est la distance entre mon nombril et mon cœur. Et le vôtre aussi d'ailleurs. On en parle et j'accueille son auteur sur le plateau. C'est le livre de Smart Job, c'est tout de suite.